Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Alors après un an de coronavirus, Emmanuel Macron s'accroche à son refus de reconfiner le pays. Reste une forme d'usure des Français, voire de colère d'une partie de la jeunesse. Alors comment y répondre et puis quelles conséquences aussi dans la fonction publique puisque vous êtes ministre de la transformation et de la fonction publique. Et puis est-il encore temps de la transformer, de réformer la fonction publique avant la fin du quinquennat et puis aussi comment faire vivre le débat politique et la démocratie à 13 mois de la présidentielle, aussi à 3-4 mois des départementales et des régionales. Mais pour commencer, l'actualité, Amélie de Montchalin. La Convention citoyenne sur le climat considère que le projet de loi remis par le gouvernement n'a pas autant d'ambition que le travail qui lui avait été fourni par justement cette Convention citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je pense que ça a été un moment démocratique très innovant de réunir des citoyens sur un sujet très complexe où chacun en fait est concerné dans sa vie quotidienne. On n'est plus à l'écologie, vous savez, des grands concepts, des efforts à faire pendant 30 ans. Et donc ce texte, je crois qu'il faut qu'on puisse quand même collectivement voir qu'il n'aurait pas existé sans le travail des citoyens. Donc évidemment, il y a un débat au Parlement. Les parlementaires vont saisir des sujets. Il y a peut-être des sujets où, d'ailleurs, ils renforceront l'ambition. Il y a des choses qui vont évoluer. Et donc, on est au début d'un processus. Au début d'un processus, ils disent, la Convention citoyenne, pas d'amertume, mais quand même de la déception. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et le fait même qu'on puisse avoir eu ce travail avec des citoyens, ce travail éclairé, qu'ils aient fait leurs 150 propositions, qu'aujourd'hui, on ait ce débat au Parlement qui va être un débat majeur, c'est un débat vraiment de la vie quotidienne. C'est pas pour dans 30 ans, c'est pour des choses qui s'appliqueront très rapidement. C'est en soi une avancée. Et je pense que si vous regardez l'ensemble de ce qu'on a fait depuis 2017 sur cette question écologique, notamment au niveau européen, on n'a pas aujourd'hui à en rougir. Évidemment, c'est compliqué. Évidemment, on peut toujours faire plus. Mais on doit aussi prendre en compte le fait que ça engage chacun d'entre nous. Et donc, ça demande de faire des pas constants, endurants, et de continuer, c'est ce qu'on fait. Et ça peut concerner la fonction publique ? Ça concerne évidemment la fonction publique. Vous savez que ça concerne le numérique, la sobriété numérique de notre fonctionnement. Ça concerne le fonctionnement même quotidien de notre administration, la manière dont on achète les produits, la manière dont on les recycle, et notre sobriété, notre éco-responsabilité. C'était encore un sujet dont on a travaillé avec l'ensemble des ministères la semaine dernière avec Barbara Pompili. Et justement, cette éco-responsabilité, comment on l'assume, comment on y va dans le cadre ou en pleine crise sanitaire ? On voit bien que la crise sanitaire ne peut pas être une excuse ou un prétexte à arrêter de faire le reste. Vous savez, moi, j'ai une conviction très forte. Cette crise sanitaire, elle, bien sûr, prend beaucoup de place, notamment dans les médias, dans nos vies, mais elle n'a pas arrêté les enjeux éducatifs, les enjeux sociétaux, les enjeux écologiques. Notre mission au gouvernement, et c'est vraiment ce que nous demande le président de la République et le Premier ministre chaque semaine, c'est de s'occuper de tout ce qui a fait le cœur de nos engagements de 2017. Quand on s'intéresse à l'école, qu'on continue de dédoubler les classes, qu'on continue de réformer le lycée, quand on s'intéresse au recrutement dans la fonction publique, et je pourrais y revenir, pour recréer de l'égalité des chances et de l'égalité des choix, quand on s'intéresse aux questions écologiques, on continue de faire en sorte que les engagements pris en 2017 soient tenus. On a publié sur le site du gouvernement nos résultats département par département sur les 25 réformes prioritaires. Chaque Français peut aujourd'hui se rendre compte par lui-même, gouvernement.fr, son code postal. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que la crise sanitaire prend de la place, mais que jamais nous n'accepterons qu'elle puisse être brandie comme une excuse à ne pas avoir réformé, à ne pas avoir fait le reste. Alors on va en parler tout à l'heure, mais après un an de crise sanitaire, est-ce que le pays n'est pas à bout, Amélie de Montchalin ? Évidemment que c'est très éprouvant. C'est très fatigant. On voit bien que ça a des impacts sur la santé mentale, ça a des impacts sur, bien sûr, la vie économique, ça a des impacts sur le monde éducatif, le monde culturel. Donc, vous dire que c'est facile, vous dire que c'est une anecdote, ce serait totalement irresponsable. Donc, évidemment que c'est compliqué. Après, on cherche, vous voyez, très activement à trouver la bonne ligne de crête. Comment, à la fois, on se donne tous les moyens contre l'épidémie, mais comment on cherche aussi à préserver le maximum de notre vie éducative, économique, culturelle. C'est très exigeant. On a vu depuis un mois que, contrairement à ce qui nous avait été dit, on a réussi à continuer à vivre, avec bien sûr beaucoup de règles, beaucoup de contraintes. Et tout l'objectif, c'est d'éviter au maximum un confinement national, parce qu'on en connaît le prix, et le prix est très élevé. Alors, 20 départements sont sur surveillance renforcée depuis jeudi. Est-ce à dire qu'ils vont passer sous confinement, en tout cas le week-end, comme à Nice et à Dunkerque, et donc à partir du week-end prochain ? Il n'y a aucune fatalité. Depuis un mois, on a vu qu'il n'y avait pas de fatalité. On a vu, au contraire, aucune fatalité, mais est-ce qu'il n'y a aucune interdiction que vous faites ? Mais aujourd'hui, le but, c'est que dans ces départements, parce que nous y voyons le nombre de cas, la pression hospitalière, un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas dans la bonne direction, qui l'ont été très stable, aujourd'hui ça augmente,
on se donne tous les moyens de trouver, région par région, territoire par territoire, bassin de vie par bassin de vie, ce que nous pourrions faire dans les tout prochains jours pour éviter justement que par fatalité, justement, on en soit amené à prendre un confinement. Le but, c'est d'éviter ça. Et vous pensez qu'on peut l'éviter ou vous pensez que ça peut arriver dans une semaine ? Il faut savoir ce que cette prise de conscience collective peut générer aussi à court terme sur nos comportements. Chacun d'entre nous, vous savez, a la clé. Ce que nous faisons, les précautions que nous prenons, l'application des gestes barrières, le télétravail que nous pratiquons, tout ça a un impact. Donc, chacun d'entre nous a une part de responsabilité. Ce ressaisissement peut très bien nous amener à reprendre la main. Mais si, bien sûr, les choses sont plus difficiles, il faudra en tirer des conséquences. On ne jouera jamais avec la vie des Français. On cherche à protéger l'hôpital. Mais ensemble, on peut tenir cette ligne de crête exigeante. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum. Alors justement, comment vous jugez la demande d'un confinement de 3 semaines par Anne Hidalgo ? C'était jeudi soir, suivi de son rétropédalage le lendemain. Écoute, je le lis comme énormément de démagogie dans un climat préélectoral qui n'a pas lieu d'être. Je vous le dis très franchement, depuis un an, on entend les uns et les autres faire des propositions qui parfois ne tiennent pas debout. Ça ne tient pas debout, hors de toute concertation, d'annoncer que Paris, vous voyez, serait une île et que les choses pourraient se décider depuis le bureau de la maire de Paris, sans prendre en compte le monde extérieur, la petite couronne, la grande couronne. Moi, je suis une élue de l'Essonne. Évidemment, quand vous voyez le RER B, par exemple, qui transporte 1 million de personnes d'habitude par jour, alors en ce moment beaucoup moins parce qu'il y a du télétravail, qui va du nord au sud et qui passe par Paris, ce genre de proposition ne tient pas debout. Mais qu'est-ce qui se joue derrière ? C'est quoi ? Il se joue cette espèce de double discours, de posture, je crois que dont les Français sont à la fois très conscients, mais en ont franchement marre, et nous aussi, qui consiste à ce que quand les portes sont fermées, on travaille bien, on se concerte, on fait des choses intelligentes, on cherche à faire avancer les territoires, trouver le bon équilibre. Donc attendez, pour préciser les choses, quand vous dites quand les portes sont fermées, c'est quand vous avez des discussions ou des négociations avec les élus. Quand les préfets discutent avec les maires, quand le Premier ministre passe ses journées à accueillir les élus locaux, quand toutes ces concertations, elles sont pas là pour faire décoration. Elles sont là parce que dans ces lieux-là, je peux vous dire qu'il y a du travail sérieux, constructif, utile qui se fait. Et puis on a l'impression, quand les portes se rouvrent, quand les caméras arrivent, alors c'est le grand théâtre, c'est la grande mise en scène, et c'est un tissu de mensonges qui ne reflète pas ce que les Français attendent de nous, c'est que nous soyons, sur tous les sujets, des gens responsables, que nous prenions nos responsabilités sur la crise sanitaire comme sur tous les autres sujets, la relance, les enjeux de sécurité, les enjeux éducatifs. C'est pas d'un côté l'État et d'autre côté les collectivités. Il n'y en a pas un qui serait bien intentionné et l'autre qui ne ferait rien. L'État a besoin des collectivités, les collectivités ont besoin de l'État, tout ça marche ensemble. Et donc il faut que, je crois, vis-à-vis des Français, et je le vois sur beaucoup de territoires, les élus, quels qu'ils soient dans une posture de responsabilité. Le Premier ministre et le Président, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et quand j'entends des gens me dire « oui, mais c'est la politique, les élections arrivent », je dis « mais arrêtons ». Ça me met hors de moi qu'on puisse penser que la politique consiste à faire du théâtre, consiste à jouer porte fermée un travail constructif et collectif, et que dès que les caméras arrivent, on se remettrait tous dans des postures qui consisteraient à nous taper dessus. Les Français en ont marre, et je pense qu'ils ont raison d'en avoir marre. Notre engagement en 2017, c'est de sortir de ça. Puis hier, par exemple, quand le Premier ministre va à Nantes, et qu'il signe avec Johanna Rolland un contrat de relance, 1,5 milliard d'euros, donc c'est des sommes conséquentes. D'un côté, il y a la collectivité, la métropole, l'État. Johanna Rolland, elle renie pas le fait qu'elle appartient à la gauche et que personne donc ne l'a achetée électoralement, mais elle travaille pour son territoire, et c'est ça qu'on cherche à faire dans tous les territoires, sur tous les sujets, y compris les sujets sanitaires. On va préciser ces points-là dans quelques instants. D'abord, à quoi pourrait ressembler, on est toujours sur la crise sanitaire, le pass sanitaire évoqué par Emmanuel Macron ? Le président l'a dit lui-même, d'ailleurs, dans le cadre du Conseil européen, nous devons, pour la suite, nous donner tous les moyens technologiques, organisationnels, pour à la fois continuer de combattre l'épidémie, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, et réouvrir tous ces lieux, les cinémas, les théâtres, les festivals, tous ces lieux, les musées, les restaurants. Donc c'est quelque part un passeport vaccinal. Mais ça ne peut pas être lié au vaccin uniquement. Mais ça peut être lié au vaccin aussi. On verra dans quelles conditions il faut le faire, on verra quelles sont les protections sur les libertés individuelles, sur les données personnelles. On verra aussi la manière de faire adhérer les Français, parce que bien sûr, on ne peut pas être dans un régime où ce genre de choses deviennent, vous voyez, obligatoires par la stricte imposition de la loi. Et comment vous faites adhérer les Français à ça ? Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Vous avez vu, il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés sur, par exemple, l'application Tous Anti-Covid. Aujourd'hui, il y a 13 millions de Français. Il y a eu un travail pour que ça corresponde à un besoin, que les Français, ça soit fait de manière transparente. Et donc, évidemment,
on travaille, on précisera les choses, il n'y a pas d'agenda caché. Et évidemment, et c'est quoi l'agenda, justement? Mais l'agenda, c'est comment on se dote d'outils pour pouvoir réouvrir des lieux qui aujourd'hui sont fermés, dans un monde où, certes, on aura plus vacciné les Français, mais on voit bien qu'on a aujourd'hui un calendrier où on ne vaccine pas tout le monde en même temps. Donc vous ne pouvez pas imposer un système si seulement une partie de la population, par exemple, a eu accès au vaccin. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des Français qui sont en demande d'outils faciles, ergonomiques et simples pour que la vie puisse reprendre et qu'on continue de combattre l'épidémie. Et donc ça pourrait être mis en place quand? Avant le printemps? Aujourd'hui, les travaux sont en cours, je n'ai pas de calendrier à annoncer, et ce n'est pas de mon ressort direct. Donc je vous dis, notre objectif, c'est quels sont les outils qu'on pourrait déployer en préservant les libertés individuelles, en préservant les choix individuels, en protégeant les données personnelles, pour que nous puissions réouvrir les lieux, tout en combattant l'épidémie, ce qui restera une constante, parce que cette épidémie, on doit se le dire, n'a pas disparu du jour au lendemain. Et vous croyez qu'on sera toujours sous Covid au moment de la présidentielle? Dans un peu plus d'1 an? Aujourd'hui, on a un objectif, c'est déjà de vacciner tous les Français qui voudront être vaccinés d'ici la fin de l'été. Et donc, le président a pris des engagements très forts sur le sujet. On est dans cette phase-là, il faut qu'on les produise, et ensuite, il faut qu'ils soient, bien sûr, accessibles à chacun. Alors, une question qui concerne votre domaine de compétences ministérielles. Où en est le télétravail dans la fonction publique, Amélie de Montchalin? Eh bien, il a beaucoup progressé, parce qu'on a fait, je crois, un effort vraiment collectif, des agents eux-mêmes, des managers, des ministères, des organisations syndicales avec qui j'ai des échanges très fréquents. Tous les 15 jours, nous faisons le point. Chaque semaine, on regarde. On en est où aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, on a plus de 52% des agents de l'État qui ont télétravaillé au moins un jour la semaine dernière. Et bien Donc sûr, c'est sur la semaine précédente. Hein. Voilà, j'aurai demain, vous voyez les chiffres de la semaine passée. Ce qui est important sur ce sujet, c'est qu'il y a bien sûr des gens qui ne peuvent pas télétravailler. Les enseignants, les fonctionnaires de police, les gendarmes, ça n'aurait pas de sens de les compter. Mais surtout ceux qui peuvent télétravailler. Aujourd'hui, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de dépasser 50%, c'est fait. Après, on a quand même une différence entre les administrations parisiennes centrales et ce qu'on appelle les services déconcentrés, l'état des territoires. Et là, évidemment, dans les 20 départements, par exemple, où on est en vigilance, surveillance renforcée, on doit aller plus loin, parce qu'on est souvent plutôt autour de 40% de personnes qui télétravaillent dans les préfectures, les sous-préfectures. Là, on a encore un effort à faire. Ce sont des efforts ciblés, ça se fait équipe par équipe. Et au fond, ce qui se passe là, c'est au-delà du télétravail lié à la crise sanitaire, c'est aussi l'évolution des méthodes de travail dans la fonction publique. C'est beaucoup plus de confiance managériale, beaucoup plus d'organisation de chaque équipe. C'est que tout ne se décide pas dans mon bureau. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a trouvé des accords très importants sur la négociation collective, sur la protection sociale complémentaire. Moi, je mène un dialogue social très approfondi. Je crois que les organisations syndicales le reconnaissent, qui permet d'inscrire notre cadre de travail collectif dans la fonction publique dans une vraie évolution. Plus de confiance, plus de responsabilité, plus de marge de manœuvre donnée au terrain. Et ça donne quoi aussi, le télétravail au sein des cabinets ministériels? Il est pratiqué également. On doit être à peu près à 50%, puisque... Dans tous les ministères moi, dans mon ministère, il y a les équipes se croisent. Chacun fait moitié-moitié pour justement respecter ces règles. Il y a une autre règle qui est très importante, c'est que nous ne faisons plus de réunions en présentiel si on peut les faire en visioconférence. Et si vraiment il faut qu'on se réunisse, on n'est jamais plus que 6. Ça, je peux vous dire que c'est même appliqué au Conseil des ministres, puisque maintenant, quand le Conseil des ministres se réunit, eh bien, il y a 4-5 personnes à l'Élysée au maximum, et tous les autres en visio. Je crois que tous les Français qui télétravaillent savent que ça marche très bien. Eh bien, on s'applique évidemment ces mêmes règles. Alors, Amélie de Montchalin, puisque vous êtes élue de l'Essonne, un mot sur le règlement de compte entre bandes rivales qui ont endeuillé à 2 reprises votre département ces derniers jours. Le président du département de l'Essonne, c'est François Durovray. Vous met quelque part en cause, il met en tout cas quelque part en cause le gouvernement, puisqu'il considère, et je le cite, que le département de l'Essonne n'est pas accompagné par l'État. Il dit « La cause de ce règlement de compte entre bandes est un déficit de fonctionnaires, un déficit de fonctionnaires publics, à la fois d'enseignants, de policiers, de gendarmes, de greffiers et de magistrats ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Je dis qu'il y a 2 drames dans ce drame. D'abord, il y a le drame de la mort de 2 adolescents très jeunes à Dourdan et à Boussy-Saint-Antoine. Dans des batailles de bandes qui... Et puis il y a eu le mort de cette jeune victime de Bondy depuis. Hein. Et donc c'est un sujet d'abord, un sujet humain, et je pense que nous devons avoir énormément de responsabilités face à ça. Et puis un deuxième drame, c'est la récupération politique. Ouais. C'est-à-dire, préciser les moi, choses. Je suis ministre de la fonction publique. Je ne peux pas laisser dire que les agents publics, des collectivités d'ailleurs, du département, des communes, de l'État, dans ce département de l'Essonne, ferait autre chose que de jour et nuit, avec un engagement total, s'engager, chercher à faire avancer l'ensemble des sujets, et y compris celui de la prévention de la violence entre jeunes. Et donc aujourd'hui, ces agents publics, ils n'ont pas accès au micro.
Ils n'ont pas accès aux médias. Alors, qu'est-ce que vous répondez Donc, à d'abord, Durovray ? en tant que ministre, je tiens à dire que l'État n'a pas, évidemment, abandonné l'Essonne. Il y a 85 fonctionnaires de police et de gendarmes en plus au cours des 3 dernières années en Essonne. Donc, d'abord, on a mis plus de monde. Ensuite, on a augmenté les crédits politiques de la ville de 55%. Et je pourrais vous faire la longue liste de tout ce que l'État, aux côtés des collectivités, fait. Donc, en gros, attendez, vous nous dites, il dit n'importe quoi, et comment vous l'expliquez ? Mais moi, je vous dis surtout que le Premier ministre, à mon invitation, a réuni François Durovray, le président de département, moi-même et lui-même, donc Premier ministre, le président de département et moi, il y a un mois, pour justement regarder très précisément ce que nous pouvions faire pour le département en termes d'investissement, d'attractivité renforcée pour qu'il y ait plus d'agents publics qui viennent dans le département. C'est un sujet qui est connu. Mais vous voyez, j'en revenais à porte ouverte, porte fermée. Il faut qu'on soit clair. Ce que vous disiez il y a quelques instants. Il faut qu'on soit clair. On travaille constructivement parce qu'on sait que ce territoire est un territoire qui a à la fois beaucoup de force, mais aussi beaucoup de défis qu'il nous faut aborder ensemble, qu'il nous faut aborder dans la concertation. Quand le président de département vient à Matignon, il y a un mois, et qu'on travaille ensemble, c'est bien parce que nous pensons que nous devons, de manière collective, regarder les choses en face et ne pas nous jeter l'anathème. Donc, je m'inscris en faux. Non, l'État n'abandonne aucun territoire, et sûrement pas celui-là, et sûrement pas dans celui-là où nous avons réengagé les effectifs. Évidemment, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse en plus, mais je voudrais qu'on le fasse de manière honnête, et là aussi qu'on sort de cette idée qu'il y aurait d'un côté, vous voyez, l'État qui ferait pas et les collectifs qui feraient tout. Et alors pourquoi il dit ça ensemble. Pourquoi il dit ça, le président du département ? Parce qu'on voit bien. Parce que manifestement, 2022 est déjà dans les têtes avant d'être 2021. Pourquoi il est candidat en 2022 ? Chacun fait ses choix. Mais vous savez, avant 2022, il y a 2021. Lui et moi, tous les élus de toute la France, dans tous les départements, nous avons une responsabilité. On vient de parler de la crise sanitaire, de la crise économique, de cette jeunesse qui peut se sentir sacrifiée. C'est avant qu'on vote en 2022, on a 12 mois devant nous, 15 mois devant nous, où nous sommes attendus pour que les choses se passent bien. Les gens, ils voteront à ce moment-là par responsabilité et ils nous attendent responsables. Donc, je peux vous dire une chose, je serai vendredi en Essonne pour, aux côtés des services de l'État, leur rappeler d'abord les remerciements que nous leur devons. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leur énergie. Et je serai avec les parlementaires, tous les élus, justement pour travailler sur ce fameux plan Essonne que maintenant tout le monde connaît, sur lequel nous travaillons depuis un mois, comme vous l'avez compris, pour que nous le renforcions et que nous fassions la liste collective des engagements que les uns et les autres peuvent prendre pour que notre département, comme tous les autres, réussissent. Est-ce que ça veut dire que les élections à venir, la présidentielle et puis les élections départementales et régionales de juin prochain, gangrènent le débat public ? Moi, je pense que c'est surtout un retour au réel qu'il nous faut réaliser collectivement. Les Français voteront en 2022. Ça, c'est écrit. Ils voteront aux élections départementales et régionales. Le petit jeu qui consiste à jouer les élections avant de jouer la réalité, c'est dangereux. C'est dangereux pour nos territoires, c'est dangereux pour le pays, c'est dangereux pour les Français. Et c'est ça qu'il faut qu'après ils s'abstiennent. Dangereux pourquoi ? C'est dangereux parce que ça donnerait l'impression... Ça fait monter les extrêmes ? Mais bien sûr, quand Nicolas Dupont-Aignan, ça ne me surprend pas qu'il élu de l'Essonne aille expliquer que tout ce qui se passe, au fond, ça montre bien qu'il faudrait changer le système et partir de zéro. Ça ne m'étonne pas. Ça fait des années qu'ils nous sortent le même discours. Que des élus en responsabilité, avec qui nous travaillons bien quand je vous dis que les portes sont fermées. Maintenant que les portes sont ouvertes, à nous faire des grands discours, ça jette l'opprobre sur la politique. Nous, on s'est engagé avec Emmanuel Macron en 2017 pour dire que ce n'est pas une fatalité, qu'on devait pouvoir travailler en responsabilité, que chacun avait un rôle et que nous pouvions être transparents vis-à-vis des Français. Faire des compromis, travailler ensemble, c'est pas se compromettre, c'est résoudre les problèmes du pays. Et je pense que c'est à notre honneur de le faire. Si les uns et les autres ont des choix à faire en 2022, il viendra bien le moment de la campagne. Aujourd'hui, au sortir des différentes crises que nous vivons, cet appel à la responsabilité, vous savez, je suis dans chaque semaine dans un département, il y a beaucoup d'élus qui le jouent. Beaucoup d'élus qui savent très bien que pour qu'ils réussissent, il faut que leur territoire réussisse. Et il réussira si on travaille ensemble. Et c'est vraiment ça que je cherche à porter, aussi en tant que ministre de l'action publique. L'action publique, c'est pas l'État contre le reste de la société, contre les élus, c'est ensemble. Au passage, est-ce que vous allez être candidate au régional auprès de Laurent Saint-Martin ? Je serai bien sûr dans l'équipe de Laurent Saint-Martin, vous serez extrêmement engagé. Vous voyez bien que je ne vais pas annoncer les numéros de liste. Ce que vous avez bien compris, c'est que je suis engagé depuis 3 ans, pleinement mobilisé pour ce territoire qui, comme je vous dis, a beaucoup de force, mais qui a aussi des défis. Et donc, les choses se feront en temps et en heure. Mais évidemment,
cette élection, c'est aussi une élection de sens et de service. Alors, puisqu'on parle de débat politique, Amélie de Montchalin, Libération, qui faisait état dans son numéro de samedi de centaines de témoignages d'un nombre grandissant d'électeurs de gauche affirmant qu'au même au second tour, ils n'iront pas voter pour Emmanuel Macron, de plus en plus entré à droite, donc d'après ces témoignages. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'il y a une bataille à gauche pour avoir une candidature unique. On a tous bien compris ce qui jouait. C'est-à-dire ? Ça m'inspire que, manifestement, il y a des batailles d'appareils et qu'il est difficile, parce qu'on sait que c'est difficile à gauche, de faire émerger la candidature qui réunira tout le monde. Du coup, se lance là aussi un jeu qui, je pense, dégoûte les Français, qui est de les prendre en otage, de parler d'une élection dont on ne connaît même pas les candidats, il y a des mois et des mois avant, et d'instrumentaliser au fond la présence du Front National ou du Rassemblement National. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que nous sommes, au fond, les derniers à d'abord vraiment le combattre. Quand je vois Julien Bayou, qui prédit notre défaite, mais en fait, c'est surtout la sienne qu'il est en train d'exposer. C'est une défaite absolue de considérer qu'on ferait de la politique avec... finalement, une forme de boussole qui est totalement perdue. Parce que Julien Bayou, ils disent que dit Arnaud Montebourg, c'est Arnaud Montebourg donc disait ça hier soir chez Laurent Ruquier sur France 2, je le cite, « Seul Emmanuel Macron peut faire élire Madame Le Pen ». Mais où sont ces responsables politiques pour avoir des projets, pour parler aux Français, pour combattre eux-mêmes le Front National ? On a l'impression que c'est une donnée sur laquelle on n'est plus que les derniers à se battre. Il me semble absolument irresponsable et assez suicidaire, en fait, politiquement, d'aller faire ces espèces de projections et de prédictions, alors que le temps, aujourd'hui, est celui d'abord de l'action, de la proposition. Et si la gauche doit se mettre d'accord avec elle-même, qu'elle n'aille pas utiliser le Front National et notre présence pour expliquer qu'au fond, les choses sont difficiles. Bien sûr qu'elles sont difficiles, le pays est dans une situation difficile, mais nous, tous les jours, nous nous battons. Nous battons pied à pied, avec une vision républicaine des choses, on peut en parler, on combat l'islamisme, on combat tout un certain nombre d'idéologies qui combattent la République et on ne lâche aucune ligne. On combat tout autant l'extrême droite d'ailleurs, quand on dissout des associations comme Génération Identitaire qui prônent quand même un modèle qui est extrêmement dangereux. Donc tous les jours, on combat une vision qui est à mon avis dangereuse pour la société. On combat ceux qui surfent sur les peurs et on a en face de nous des gens qui, sans boussole, ont perdu l'intérêt de travailler pour les Français et au fond sont dans des jeux d'appareils qui objectivement dégoûtent les Français. Et je suis, à mes yeux, très gênée, et voire scandalisée, par ceux qui sont en train de débattre d'arguments avant même de penser qu'ils ont un rôle. Alors, ils ne sont pas là pour être observateurs, ils sont là pour proposer un projet. Où est leur cap ? Où est leur boussole ? Où sont leurs valeurs ? Comment aussi Julien Bayou se présente pour les régionales. Il fera quoi quand il est élu à la région ? Il choisira ? Il restera en retrait, il regardera les choses se faire. Il nous faut des responsables politiques engagés et clairs. Alors, autre dossier, Amélie de Montchalin, celui de l'antisémitisme, et ça vous concerne parce que ça concerne aussi l'Essonne. On a commémoré le 13 février le 15e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi, enlevé, torturé, tué parce que juif. Et c'était donc dans votre département de l'Essonne. Depuis 2005, 11 Français juifs ont été assassinés parce que nés juifs. L'antisémitisme est-il plus que jamais un mal français ? Est-ce juste de dire que, vous parlez d'islamisme, que l'antisémitisme est porté par l'islamisme ? L'antisémitisme, c'est un combat, enfin plutôt combattre l'antisémitisme devrait, et je crois le plus souvent, mobilise l'ensemble de la République. Mais il nous faut là aussi être très clair. Nous avons besoin de clarté, d'objectivité, d'engagement collectif pour combattre tous ceux qui font de la haine, de la discrimination, de l'antisémitisme, un terreau, ou en tout cas de la confusion. Notamment via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, via l'ensemble de ce qui fait qu'aujourd'hui, notre République est attaquée. Nous, on a une boussole. Nous combattons sans relâche ceux qui combattent la République. Notre seule boussole, c'est la République. Et donc, on combat avec la même force l'islamisme. Quand on dissout, vous voyez, Baraka City. Baraka City, c'est une association d'ailleurs qui a prospéré en Essonne, sous un fond de communautarisme, et qui proférait, on le sait, un message notamment de haine et séparatiste. Quand on combat une forme de gauchisme qui fait que dans les universités aujourd'hui, vous avez des gens qui sont empêchés d'enseigner, qu'il y a des pièces de théâtre grecques, anciennes, qu'on ne peut plus montrer, on combat cette vision-là de la société. On combat aussi l'extrême droite, comme je vous disais, en prônant la dissolution de Génération Identitaire et d'autres. Notre boussole, c'est la République. Et en tant que ministre de la fonction publique, on a un rôle
majeur pour que chacun, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, dans ce cadre de liberté qu'est la laïcité, puisse vivre sa vie sereinement et en liberté, que cette liberté de conscience soit défendue et qu'évidemment, personne ne soit menacé parce que par la liberté de conscience qui est la sienne, il a telle ou telle religion, telle ou telle croyance, ou parce qu'il n'en a pas. Et est-ce que l'islamo-gauchisme, la notion d'islamo-gauchisme, ça vous parle ? Mais il y a eu beaucoup de discussions sur le concept. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, parlons des faits, de ce qu'on fait. Ce qui me parle, c'est que oui, nous devons combattre l'islamisme. Oui, nous devons combattre toutes les formes de gauchisme et d'interdiction ou de formes de liberté attaquées. Et nous devons combattre avec la même force l'extrême droite. Au sein de la fonction publique... C'est un en même temps. C'est la République avant tout, toute la République, que la République. Et quand ce projet de loi qui avait été appelé sur le séparatisme ou qui conforte le respect des principes de la République a été présenté, avec Marlène Schiappa par exemple, on a ajouté dans le texte des choses très fortes pour que les agents publics, qui sont au cœur de cette laïcité, parce que la laïcité elle s'applique d'abord à eux, pour que nous puissions avoir la neutralité et l'égalité de traitement, pour que les agents publics, à la fois, on les forme davantage, on les protège davantage, on mette fin aux pas de vague, et nous nous assurions que dans l'ensemble des administrations, des hôpitaux, des collectivités, la laïcité s'applique réellement, franchement, et avec un cadre renforcé. Alors vous parlez de la laïcité, Frédérique Vidal avait parlé d'islamo-gauchisme, un islamo-gauchisme qui gangrénait les universités. Est-ce que l'islamo-gauchisme gangrène la fonction publique ? Je vais en venir aux faits. Nous, on a deux enjeux, pour moi, principaux. Un, c'est de m'assurer que quand il y a des atteintes à la laïcité, et il y a des atteintes à la laïcité dans les services publics, ils soient signalés, ils soient sanctionnés, il y ait des actions qui soient prises, et que s'il y a des agents publics qui sont menacés, ils soient protégés. Parce que vous avez fait réaliser un sondage, c'était en novembre, je crois, dernier, un sondage Ipsos, et on apprend par ce sondage que 31% des agents de la fonction publique ont constaté ou vécu des atteintes au principe de laïcité dans le cadre de leur mission. C'est préoccupant. Et le plus souvent venant d'usagers. Ce qui montre qu'aujourd'hui... On va préciser justement les choses. Les atteintes au principe de laïcité concernent, selon les personnes interrogées, surtout la fonction publique, dans la fonction publique, de divergence d'interprétation sur l'application du principe de laïcité territoriale pour 65% des personnes interrogées, absence d'intervention de la hiérarchie, violence verbale ou physique entre usagers, violence verbale ou physique entre collègues, et puis d'une difficulté ou incapacité pour les personnes non directement concernées à gérer la situation, à réaliser leur mission. Et là, c'est pour 49% des Français. Voilà. Donc, vous voyez, il y a deux questions. Ce que je disais, d'abord, au sein de la fonction publique, comment je m'assure qu'il n'y a plus le fameux pas de vague, que la hiérarchie fait bloc avec ses agents publics, qu'elle les protège, qu'il y ait du signalement, qu'il y ait de la formation. Ça, c'est à l'intérieur de la fonction publique. Pas de vague, ça veut dire l'omerta. C'est-à-dire, on dit rien. Mais c'est cette fameuse... Mais pourquoi il y a eu du pas de vague ? Parce qu'au fond... les agents publics qui signalaient des atteintes, qui signalaient des faits, avaient l'impression qu'il n'y avait pas de conséquences. Et parce que la deuxième volet, c'est que nous avons renforcé, notamment avec Marlène Schiappa, des propositions très fortes dans le cadre de cette loi qui a été votée il y a quelques jours maintenant à l'Assemblée nationale, c'est que nous devons renforcer les sanctions. Faire pression sur... Aller jusqu'à quelles sanctions ? Exclusion de la fonction publique ? Non, je vous parle de ceux qui font pression sur les agents publics. Nous devons être Là, vous clairs. parlez des usagers. Oui, parce qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur. Mieux former, mieux signaler, mieux prendre en compte et sanctionner potentiellement des comportements à l'intérieur de la fonction publique. Mais le deuxième volet, qui doit être effectivement renforcé, et ce que nous avons proposé et qui a donc été voté à l'Assemblée nationale, c'est que nous devons beaucoup plus sanctionner ceux qui font pression sur les agents publics. Ceux qui considèrent que pour telle et telle raison, sur les réseaux sociaux notamment, on peut jeter en pâture tel ou tel, on peut faire pression, et à la fin, c'est la République... Et c'est un rapport avec l'islamisme ou pas ? Mais bien sûr que c'est un rapport avec les atteintes à la laïcité, c'est un rapport avec tous ceux et celles qui pensent que la manière dont la République fonctionne chaque jour, par le travail de ses agents publics, ne leur correspondrait pas. C'est pas à la République de s'adapter. La République n'a pas à s'affaisser devant les pressions. Elle a à tenir. Et pour tenir, il faut que ces agents soient protégés, il faut que ces agents soient soutenus, et il faut que les sanctions soient claires. Et donc c'est ces 4 domaines-là que nous avons largement renforcés. C'est un travail ensuite de mise en œuvre, parce que vous imaginez qu'entre les circulaires qu'on prend, les textes qu'on vote, et le fait que les 5 millions d'agents publics se sentent aujourd'hui dans ce cadre-là qui leur permet de faire pleinement leur métier de manière sereine et conquérante. Parce que parfois la République, elle doit encore être conquérante. Elle doit assumer ce qu'elle propose. Ça va nous demander un travail très fin. On a lancé une mission avec notamment le préfet Pierre Bénard et Isabelle de Mecquedem sur la formation de tous les agents publics à la laïcité, pour que chacun soit très clair sur la manière dont ça s'exerce dans son métier. Pas en théorie, dans son métier. Quand on est derrière un guichet,
quand on est infirmière, quand on est un agent de l'enseignement, quand on est dans chacun des métiers, qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment on est protégé. Est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé à Trappes avec... excusez-moi, avec ce professeur qui a dû être placé sous protection policière parce que il avait pris la défense de Samuel Paty, ça peut se passer dans d'autres secteurs de la fonction publique. C'est bien pour ça, oui, ça peut se passer, c'est bien pour ça que je vous dis que nous devons à tous les agents publics un système très clair de signalement et un système très fort de protection. Ceux et celles qui chaque jour font vivre la République font quelque chose qui est parfois difficile. Parce qu'il y a plein de pression, parce que les contextes d'action sont complexes, et que les usagers parfois font pression. Eh bien, si c'est difficile, on doit faire bloc avec eux. On doit les protéger. On doit leur donner des outils pour qu'ils puissent sereinement faire leur métier et avancer. Et donc, c'est mon rôle de ministre, c'est le rôle aussi de Marianne Schiappa au sein du ministère de l'Intérieur, c'est le rôle de chaque ministre dans son administration, que d'assurer que la République, elle a non seulement des principes, elle a non seulement des valeurs, mais elle est réellement appliquée par le travail de ses agents, tous les jours, dans tous les territoires. Alors, dans votre domaine de compétences, il y a, Amélie de Montchalin, la gestion des grands corps de l'État. Pourquoi avoir renoncé à la suppression de l'ENA ? Pourquoi cette reculade ? Alors, il n'y a aucun recul, je peux vous dire, il n'y a aucun renoncement, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup plus que de réformer une école et sa scolarité. Oui, mais on nous avait annoncé la suppression de l'ENA. Parce que vous n'avez pas encore tout vu. Ouais. Nous sommes avec le président de la République, en train de travailler à un certain nombre de mesures, dont je vais pouvoir vous parler des objectifs, qui seront présentés d'ici à la fin du printemps, au plus tard. De toute façon, on doit rendre notre copie d'ici à la fin du mois de mai, pour que nous fassions 3 choses très profondes qui n'ont jamais été faites. Parce que depuis 25 ans, on en parle beaucoup de cette haute fonction publique à réformer. Nous, on va réformer en profondeur 3 choses. Et vous allez pouvoir le faire avant 2022 ? Ah oui, ce dont je vous parle va arriver là, dans les toutes prochaines semaines. Alors, on précise les choses. 1. On a annoncé à Nantes une réforme profonde de l'accès au concours de la haute fonction publique pour que tous les jeunes qui ont du talent, qui veulent servir l'État, puissent préparer les concours de la haute fonction publique partout en France à l'université. Qu'il y ait 1000 jeunes de plus, partout en France, qui puissent le faire dès la rentrée de septembre 2021, avec un complément de bourse, de l'investissement, et que, au fond, le service de l'intérêt général ne soit pas réservé à ceux qui habitent ou qui étudient à Paris. C'est la première chose. Donc c'est faire émerger une nouvelle génération de hauts fonctionnaires. Donc est-ce que c'est ça, la discrimination positive ou la mise en place de quotas ? Il n'y a ni quotas, ni discrimination positive. Il y a un investissement pour que chacun puisse se préparer dans des bonnes conditions à passer les concours, le même concours, les mêmes épreuves. On a ouvert des places en plus, parce qu'évidemment, si vous amenez 1000 jeunes de plus à préparer des concours, il faut qu'il y ait des places à la fin, sinon c'est pas honnête. Donc ça, c'est faire émerger une nouvelle génération. Le deuxième volet de la réforme, qui concerne toutes les corps, toutes les écoles de la fonction publique, pas que l'ENA, toutes les écoles, c'est que nous ayons un tronc commun, une culture commune entre hauts fonctionnaires de cette nouvelle génération. Que sur les valeurs de la République, on en a parlé, sur la transition écologique, sur la transition numérique, sur le rapport à la science, sur les inégalités, tous les hauts fonctionnaires aient un tronc commun, une culture commune, des références communes, des réflexes communs. Et puis ensuite... Et comment on forme justement les hauts fonctionnaires alors ? On les forme avec... Partant de ce que vous voulez mettre en place. Et on va avoir, donc, dans toutes les écoles, dans les 23 grands corps de l'État, dès la rentrée, une formation commune, des briques communes partagées. Dès la rentrée, ça veut dire dès la rentrée de septembre 2021, donc dans 2022, dans 6 mois. Dans 6 mois. Donc à partir de 6 mois, les 23 corps, ce qu'on appelle la haute fonction publique, que vous soyez ingénieur des ponts, que vous soyez magistrat, que vous soyez directeur d'hôpital, que vous soyez futur préfet, tout le monde a les mêmes réflexes, les mêmes références sur ces 5 sujets qui sont majeurs. Et on les reconnecte à des priorités que les Français ont mis au cœur de leurs priorités pour nous. Ça veut dire quoi ? Je vous dis, l'écologie, le numérique, le principe de la République, tous ces sujets-là que tout le monde a. Aujourd'hui, un magistrat, un directeur d'hôpital, la laïcité, on leur en parle pas pareil. C'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, on leur demande de travailler ensemble. Et la crise sanitaire l'a montré. Et puis, il y a un 3e volet. Et c'est là où on va aller le plus loin. C'est la refonte, la réforme profonde de la manière dont les hauts fonctionnaires font leur carrière, de la sortie de l'école, et ensuite dans leur promotion, dans leurs avancements. On a quelques principes forts. Comment on met fin au corporatisme, à ces esprits de corps qui font qu'à un moment donné, parfois, l'intérêt général est mis de côté. Et deuxième chose, comment on met fin aux rentes à vie, c'est-à-dire comment on évalue beaucoup plus, comment on n'a pas un système où, quels que soient vos résultats, eh bien, vous progressez dans la hiérarchie, dans les responsabilités. Ce sont des réformes extrêmement profondes qui vont, comme vous le voyez, bien au-delà de la seule école de l'ENA dont tout le monde parle, mais qui est une des pièces de ce grand système qu'il nous faut profondément changer. Pourquoi ? Parce que les Français, là aussi, ils attendent de la responsabilité. Ils attendent qu'on ne puisse plus faire toute sa carrière à Paris. Ils attendent que les préfets, et on l'a annoncé avec le Premier ministre, soient évalués sur l'ensemble de leur action.
Pas seulement les questions de sécurité, parce qu'un préfet, il est aussi là pour déployer des politiques de l'emploi, des politiques qui ont trait au développement économique, etc., etc. Donc aujourd'hui, notre boussole, c'est la fin des corporatismes, c'est la fin des rentes à vie, et c'est un principe d'évaluation, de mobilité, de culture commune, pour que nous ayons une fonction publique qui respire, une haute fonction publique qui soit mise devant ses responsabilités, et que nous refassions un pacte de confiance pour que les Français retrouvent une haute fonction publique qui soit à l'image de la France et qui travaille de manière, là aussi, transparente. Évaluation des carrières, ça veut dire aussi éventuellement sanction ? Ça veut dire que aujourd'hui, on doit mettre fin à une forme d'automatisme. Il y a des gens qui progressent aujourd'hui, quels que soient leurs résultats. Ça, il faut y mettre fin. Y compris chez les magistrats ? Sanction ? Mais vous avez vu que le président, les magistrats, c'est un ordre qui est par définition indépendant. Donc, dans la formation, ils sont bien sûr inclus, dans la gestion de leur carrière, dans la manière dont les choses se passent, mais ça concerne aussi les diplomates, ça concerne les préfets, ça concerne l'ensemble des hauts fonctionnaires de notre pays, parce que, je crois que cette crise sanitaire l'a montré, parce que l'engagement du président de la République depuis 2017, c'est que nous devons remettre l'efficacité, la responsabilité et la confiance au cœur d'un système que les Français voient parfois avec une pointe de doute. Et donc, pour ôter les doutes, il faut qu'on fasse la clarté dans la manière dont les choses se passent, dans les carrières se déploient. Et donc, ça sera mis en place en septembre prochain, vous en êtes certaine ? Ce sera présenté au Conseil des ministres avant le mois de juin. Et donc, appliqué ensuite, alors, selon les différents dispositifs. Mais le but, c'est que la réforme... Parce qu'il y a soit des ordonnances, soit un projet de loi. Exactement, c'est une ordonnance donc, qui s'appelle l'ordonnance sur la haute fonction publique, qui est prévue, que nous devons déposer avant le début du mois de juin. Et donc, ces choses-là sont en cours d'être arbitrées, affinées. Mais je peux vous dire que nous ne renonçons à rien. Et il n'y a aucune reculade. Au contraire, je pense que ce qui est en train d'être préparé va bien au-delà de la seule réforme d'une école. Autre question, comment vous envisagez l'après-affaire Duhamel à Sciences Po ? En clair, comment Sciences Po peut se relever de cette affaire ? Alors, Sciences Po est sous l'autorité de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On peut considérer que vous avez aussi quelque chose à dire. Mais les deux sujets, le corporatisme et l'entre-soi, les rentes à vie, c'est un certain nombre de choses qui concernent la haute fonction publique, qui peuvent concerner d'autres institutions. Et là aussi, je pense que c'est deux boussoles dans la manière de faire évoluer les choses. Plus de diversité, plus d'ouverture et plus de transparence dans les mécanismes de décision, plus d'évaluation. Je pense que vous voyez, c'est une boussole collective qui s'applique à tout le monde. Pour le remplacement de Frédéric Mion, est-ce que l'administratrice provisoire Bénédicte Durand peut le remplacer ? Alors, c'est un choix, là aussi, sous la tutelle de la ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'il faut une femme, par exemple, pour remplacer le Frédéric Il faut Mion ? surtout que les décisions soient prises par ceux qui les prennent sans pression, avec une vraie conscience de ce qu'est le XXIe siècle, des enjeux, de tous les enjeux dont je viens de vous parler. L'ouverture, le fait que nous devons former notre jeunesse pour qu'elle ressemble à l'ensemble du pays, que les décisions soient prises avec transparence, sans esprit de corporatisme et sans rente à vie. Vous voyez, ça nous fait une bonne boussole pour décider. Dernière question. 2022, ça va se jouer sur quoi, d'après vous ? Sur la crise sanitaire, sur le social, sur le régalien, sur quoi ? Pour moi, ça va jouer sur notre capacité déjà, de notre côté, à fournir des résultats, à tenir des engagements, à recréer de la confiance dans la démocratie, dans son efficacité. On a 15 mois d'action devant nous. Je peux vous dire que chaque matin, chaque jour, chacun des ministres n'est pas du tout en train de penser à l'élection. Il est en train de penser au fait que nous avons pris des engagements et qu'ils doivent être tenus. Et que donc dans chacun des territoires, sur tous les sujets, les Français ont droit à des résultats. Et donc je pense que ça se jouera beaucoup là-dessus. Est-ce qu'au fond la démocratie est efficace ? C'est une question qui est au cœur de ce qu'on fait et qui, à mon avis, est au cœur du débat public. Pourquoi les Français, un dimanche de printemps, vont aller dans un bureau de vote voter ? S'ils pensent qu'il n'y a pas de lien entre leur vote et leur vie quotidienne, alors là, il y en a un problème. Et donc notre enjeu, c'est de montrer que ce que nous avons promis et pris comme engagement en 2007 aura une substance, un caractère tangible et concret en 2022. Si ça, c'est pour moi la boussole de l'action. Moi, je suis une ministre pour 2021. Et en 2021, on a encore devant nous 11 mois de travail pour faire en sorte que ce qui a été dit devienne réalité. Ça, je pense que c'est une question fondamentale que toutes les démocraties occidentales aujourd'hui voient apparaître comme une question importante. Est-ce que la démocratie est efficace ? Ce qui a été dit c'est notamment... ça que nous devons chaque jour prouver, non pas par des discours, mais par les faits, par le fait que... Et j'étais hier, avant-hier, dans les Hautes-Pyrénées. On a fait le suivi d'un engagement qu'on avait pris qui était très fort, qui était que chaque Français puisse avoir des lunettes, des prothèses auditives ou des prothèses dentaires 100% remboursées si il n'avait pas les moyens de choisir des choses qui aujourd'hui ont un reste à charge très élevé. Eh bien, sur le terrain, aujourd'hui, on a 12% des montures de verre qui sont sans reste à charge. Eh bien, ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est au cœur de ce qu'est la politique aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on dit
devient réel. Et devenir réel, c'est pas voter une loi, c'est prendre des décrets d'application, c'est s'assurer que les administrations travaillent, c'est de piloter une administration si elle ne produit pas les résultats qui sont au cœur de son engagement. Et donc, c'est de faire ce qu'on appelle la politique du dernier kilomètre. C'est là que ça se joue. C'est dans chacune des familles, chacun des villages, chacune des villes de France. Est-ce que ce qu'on dit devient réalité? Ça, c'est un enjeu pour 2022 pour moi majeur. Parmi les réformes qu'avait annoncées Emmanuel Macron, il y avait la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que ça peut se faire avant 2022? Tout peut se faire. Mais est-ce que ça va se faire? L'espace. Elisabeth Borne, vous avez vu, reçoit les partenaires sociaux. Évidemment que l'enjeu des retraites reste un enjeu majeur. Le fait que nous avions 42 régimes reste une question majeure. Et donc, tout peut se faire. Il faut de l'espace politique. Mais est-ce que ça peut se faire avant 2022? Bien sûr que ça peut se faire. C'est le choix du président et du Premier ministre de considérer que les conditions sont réunies pour que nous ayons du temps à y dédier. Mais mon engagement, je vous le dis, c'est que la politique passe parfois d'un jeu, comme on s'est dit, de porte ouverte, porte fermée, parfois de beaucoup de théâtre, qui alimente beaucoup de mensonges et beaucoup de défiance, pas un jeu, à une réalité où les mots que nous prononçons créent des résultats sur le terrain. Et c'est pas naïf de le dire. C'est pour ça que, je veux dire, très personnellement, je me suis engagée, pour qu'on sorte de ce, au fond, on s'est foutu, c'est fataliste, et on est là que pour des jeux d'apparence. La responsabilité qu'on a au cœur de notre engagement, c'est bien de faire exactement le contraire. Merci Amélie de Montchalin d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.